Ma mère a hurlé. 48 tâches pour partir, la maison est à ta sœur. Je n'ai pas discuté, j'ai préparé ma vengeance en silence. 2 jours après, quand ma sœur est entrée, elle a regretté d'y avoir mis les pieds. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et appuyez sur la cloche pour ne rien manquer de nos histoires. Votre soutien est précieux pour nous. Si cette histoire vous intéresse, laissez un j'aime. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous venez, indiquez-le nous dans les commentaires. C'est parti! Je m'appelle Garance, j'ai 34 ans. Ce matin-là, comme tous les matins depuis 5 ans, je me tenais dans la cuisine que j'avais moi-même dessinée, fabriquée et installée. Le parfum du café fraîchement moulu emplissait l'air, une douce routine qui me donnait l'illusion d'un sanctuaire, d'un périmètre de paix que j'avais âprement gagné. Le plan de travail en quartz, froid et lisse sous mes paumes, était mon œuvre. Chaque recoin de cette maison portait la trace de mes mains, de ma sueur, de mes économies. C'était plus qu'une maison, c'était le monument que j'avais érigé à l'espoir. L'espoir qu'un jour, ma famille me verrait enfin, non pas comme une fonction ou une ressource, mais comme l'une des leurs. Ma mère, Eugénie, est entrée sans frapper, comme d'habitude. Sa simple présence suffisait à changer la température de la pièce. Mais ce n'était pas son habituelle intrusion matinale, chargée de reproches passifs-agressifs sur la poussière ou mon célibat. Son visage était fermé, ses lèvres pincées en une ligne si fine qu'elles avaient presque disparu. Mon père, Émile, la suivait comme une ombre, les épaules voûtées, le regard fuyant déjà le mien, se concentrant sur le motif du carrelage que j'avais passé un week-end entier à poser. Il tripotait nerveusement le bouton de sa chemise, un signe infaillible qu'il était le complice silencieux d'une mauvaise nouvelle. « Garance » a commencé ma mère, d'une voix dépourvue de toute chaleur. J'ai levé les yeux de ma tasse, sans répondre. J'ai attendu. Dans notre famille, le silence était une arme, et j'avais appris à le manier avec une patience infinie, une patience de siège. Elle a pris une grande inspiration, le genre de souffle qui précède une déclaration de guerre. Ton père et moi avons pris une décision. C'est pour le bien de la famille. Le « bien de la famille » était toujours le prétexte pour justifier l'injustifiable. C'était leur drapeau blanc pour couvrir les pires manœuvres. J'ai continué à la fixer, mon cœur commençant à battre un rythme lourd et sourd dans ma poitrine. Ophélie a besoin de cette maison. Elle va en avoir plus besoin que toi. Ophélie. Ma petite sœur. Le soleil fragile et capricieux autour duquel notre famille tournait. J'ai jeté un regard par-dessus l'épaule de ma mère. Ophélie se tenait dans l'encadrement de la porte, un petit sourire suffisant flottant sur ses lèvres. Elle avait ce regard faussement innocent, celui qu'elle adoptait quand elle savait qu'elle était sur le point d'obtenir exactement ce qu'elle voulait, aux dépens de quelqu'un d'autre. Elle a même eu l'audace de me faire un petit signe de tête, un geste de pitié condescendante. Ma mère a poursuivi, sa voix montant d'un cran face à mon silence inébranlable. Sa situation est compliquée. Elle a besoin d'un endroit stable, d'un vrai foyer pour repartir du bon pied. Tu es forte, toi. Tu t'en sortiras toujours. Forte. C'était le mot qu'ils utilisaient pour me punir de mon indépendance. Chaque réussite, chaque obstacle que je surmontais seul devenait une raison de plus pour m'en demander davantage, pour me donner moins, pour me justifier leur négligence. Un souvenir bref m'a traversé l'esprit, mon père me disant, il y a des années, en posant la main sur mon épaule, « Cette maison, c'est ton projet, mais ce sera ton ancre pour toujours. » Des promesses soufflées par le vent. Alors voilà, a-t-elle lâché, comme si elle arrachait un pansement. Tu as 48 heures pour prendre tes affaires et partir. Le monde s'est arrêté. Les bruits de la rue, le ronronnement du réfrigérateur, le chant d'un oiseau dehors, tout s'est évanoui. Il ne restait que ces mots, suspendus dans l'air, toxiques et irrévocables. La maison est pour ta sœur maintenant. Mon regard s'est tourné vers mon père. Il a finalement levé les yeux, et dans ses pupilles, j'ai vu une lueur de honte, rapidement noyée par une résignation lâche. Il a haussé les épaules, un geste minuscule, mais qui disait tout. Que veux-tu que je fasse? C'est ta mère. Il ne se battrait pas pour moi. Il ne l'avait jamais fait. J'ai regardé ma mère. J'ai vu la dureté dans ses yeux, la conviction absolue d'être dans son bon droit.
J'ai regardé Ophélie, qui examinait ses ongles, déjà visiblement ennuyée par cette scène. Elle voulait juste sa maison, son dû. Et c'est là que quelque chose en moi s'est brisé. Ou plutôt, s'est solidifié. Ce n'était pas de la colère que je ressentais. C'était le silence. Le silence assourdissant d'une porte blindée qui se fermait à jamais sur mon cœur d'enfant. L'enfant qui avait passé sa vie à essayer de mériter leur amour. Cet enfant venait de mourir dans cette cuisine en quartz. J'ai hoché lentement la tête. Une seule fois. Ma mère a semblé surprise, presque déçue par mon manque de réaction. Elle s'était préparée à une bataille, à des cris, à des larmes. Je ne lui ai rien donné de tout ça. C'est tout, a-t-elle demandé, méfiante. Tu ne dis rien ? J'ai pris une gorgée de mon café, qui était devenu froid et amer. Comme tout le reste. Vous m'avez donné 48 heures, ai-je dit, ma voix calme, méconnaissable. Je vais les utiliser. Puis, je leur ai tourné le dos, j'ai rincé ma tasse dans l'évier et je l'ai posée délicatement dans le lave-vaisselle. Le clic de la porte se fermant a été le seul son qui a ponctué la fin de cette conversation. La fin de ma vie d'avant. Une fois qu'ils sont partis, me laissant seule dans le silence pesant de ma maison, je n'ai pas commencé à faire mes cartons. Pas tout de suite. J'ai entrepris un pèlerinage. Une dernière visite dans mon propre musée, un musée rempli d'artefacts invisibles, de souvenirs douloureux que j'étais la seule à pouvoir voir. Je suis d'abord allée dans le salon. Mes yeux se sont immédiatement posés sur le lustre en cristal qui pendait au-dessus de la table basse. C'était le premier achat extravagant que je m'étais permis après avoir signé mon premier gros contrat en tant qu'architecte d'intérieur. J'avais passé des semaines à le chercher. Le jour où je l'ai installé, j'ai appelé mes parents pour leur montrer, le cœur battant d'une fierté enfantine. Quand j'ai appuyé sur l'interrupteur, la pièce s'est inondée d'une lumière éclatante, projetant des arcs-en-ciel sur les murs fraîchement peints. Pendant une seconde, une seule, j'ai vu une lueur d'émerveillement authentique dans les yeux de ma mère. C'est beau, ma chérie, avait-elle murmuré, presque malgré elle. Mon cœur avait fait un bond. C'était tout ce que j'avais toujours voulu entendre. Mais Ophélie, qui était avachie sur le canapé, avait immédiatement boudé. PFF, ça fait un peu mémé, non ? C'est kitsch. Le visage de ma mère s'était aussitôt refermé. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que c'est un peu chargé, avait-elle concédé, pour apaiser sa préférée. Le compliment, si rare et si précieux, s'était transformé en cendre dans ma bouche. Je me suis ensuite dirigée vers la grande bibliothèque que j'avais construite de mes propres mains. En passant, j'ai attrapé un vieil album photo sur une des étagères. Je l'ai feuilleté, une forme de masochisme familier. Page après page, c'était la même histoire. Ophélie au centre, radieuse, soufflant ses bougies, ouvrant ses cadeaux de Noël, posant fièrement avec son nouveau vélo. Et moi, Garance, toujours sur le côté, souvent flou, à moitié hors du cadre, ou avec un sourire forcé qui n'atteignait pas mes yeux. Mon invisibilité était documentée, archivée en couleur, une preuve irréfutable de ma place dans cette famille, celle d'une figurante dans la vie de quelqu'un d'autre. J'ai refermé l'album avec un bruit sec. Ma tête était pleine de ces petites phrases que ma mère m'avait répétées toute ma vie, un poison distillé goutte à goutte. Ophélie est fragile, tu dois la protéger. Tu es douée, toi, tu peux t'en sortir seule, fais un petit effort pour ta sœur. Il n'avait pas construit une famille, mais une hiérarchie, et ma place était tout en bas. Je suis montée à l'étage. Je me suis arrêtée devant ma propre chambre. J'ai regardé ma main posée sur le cadre de la porte, et la fine ligne blanche d'une vieille cicatrice sur mon avant-bras. L'été de mes 25 ans. J'avais décidé de reconstruire la vieille pergola délabrée dans le jardin. J'y avais passé tous mes week-ends, sous un soleil de plomb. Un jour, une poutre a glissé et m'a entaillé le bras. Le sang coulait abondamment. J'étais rentrée dans la maison, secouée. La réaction de ma mère n'avait pas été de l'inquiétude, mais de l'agacement. « Mais qu'est-ce que tu as encore fait ? Je t'avais bien dit que tu étais maladroite. Regarde le sang que tu mets partout. » C'est mon père, Émile, plus tard dans la soirée, qui était venu discrètement dans ma chambre avec un tube de pommade. « Ne dis rien à ta mère, avait-il chuchoté,
me tendant le tube comme s'il s'agissait de contrebande. Sa gentillesse secrète était presque pire que la cruauté ouverte de ma mère. C'était l'aveu de sa propre impuissance, de sa complicité silencieuse. J'ai continué jusqu'à la cheminée du petit salon d'hiver. Je l'avais entièrement restaurée. J'ai caressé la pierre froide. Je me suis souvenu du premier feu que j'y avais allumé. Mes parents s'étaient installés dans les fauteuils, profitant de la chaleur. C'est agréable, avait admis mon père. Ma mère avait ajouté, oui, mais ça a dû coûter une fortune en matériaux. J'espère que tu ne te mets pas dans le rouge pour des fantaisies. Même mon cadeau de confort était devenu une source de reproches financiers. Enfin, je suis arrivée dans la salle de bain. La pièce dont j'étais la plus fière. J'avais tout refait, du sol au plafond. Je me suis regardée dans le grand miroir au-dessus du lavabo. J'ai vu mon visage, mes yeux fatigués. Et derrière moi, se reflétait ce chef-d'œuvre de confort et de design. Un chef-d'œuvre qu'on m'arrachait. Chaque mur, chaque objet, chaque recoin de cette maison me criait une histoire d'injustice, de sacrifice ignoré, d'amour non partagé. Ce n'était pas un foyer. C'était un monument à ma propre bêtise, à mon espoir insensé. Et en réalisant cela, la douleur a commencé à se dissiper, remplacée par une clarté froide et tranchante. Il ne me prenait pas mon foyer. Il me libérait d'une prison que j'avais moi-même dorée. Je suis redescendue et je me suis enfermée dans le petit bureau que je m'étais aménagé au rez-de-chaussée. C'était ma bulle, le seul endroit où les drames familiaux semblaient ne pas pouvoir pénétrer. Sur mon grand écran d'ordinateur, le plan 3D de la maison était toujours affiché, un projet que j'avais intitulé « Projet Renaissance ». Quelle ironie! Je me suis assise dans mon fauteuil en cuir, mais au lieu de ressentir le confort habituel, j'ai senti une vague de panique monter en moi. Ce n'était pas la peur de perdre la maison, ni la colère face à l'injustice. C'était quelque chose de plus profond, de plus viscéral. C'était la prise de conscience de ce que j'étais sur le point de faire. Ma vengeance, si je la menais à bien, ne serait pas une simple récupération de biens matériels. Ce serait un acte de rupture définitif. Un acte qui ferait de moi, aux yeux de tous, le monstre de la famille. La fille ingrate. La sœur cruelle. Je deviendrais l'orpheline de parents vivants. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Ma respiration est devenue courte, saccadée. J'ai posé ma tête entre mes mains. Une partie de moi, une toute petite voix d'enfant, me suppliait de tout laisser tomber. De faire mes valises, de partir avec mes quelques affaires personnelles, et de leur laisser la maison. De souffrir en silence, une fois de plus, pour préserver l'illusion d'une famille. Après tout, n'était-ce pas mon rôle depuis toujours? Celui de l'amortisseur, de celle qui absorbe les chocs pour que les autres puissent continuer leur route sans encombre. Je me suis levée, je suis allée jusqu'à la salle de bain du rez-de-chaussée, une autre de mes créations. J'ai ouvert le robinet d'eau froide à fond, le bruit de l'eau s'écrasant dans la vasque couvrant le son de ma propre détresse. Je me suis penchée, les mains agrippées au rebord, et j'ai eu des hauts le cœur. Mon corps se tordait, tentant d'expulser une douleur qui n'était pas physique. Rien n'est sorti, à part un son rauque, le bruit d'une âme qui se vide. C'était une réaction physique, la preuve que ma douleur était réelle, tangible, et qu'elle avait atteint son point de rupture. Je me suis relevée, tremblante. J'ai aspergé mon visage d'eau glacée, encore et encore, jusqu'à ce que mes sens me reviennent. J'ai levé les yeux vers mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait avait les yeux cernés, le teint pâle, mais son regard était dur, déterminé. Une lueur nouvelle y brillait, une lueur froide comme l'acier. La petite Garance qui espérait encore, qui attendait une miette d'affection, était morte. Il ne restait plus que l'architecte. La professionnelle. Celle qui allait maintenant gérer la démolition. Mon regard est tombé sur une photo posée sur une petite étagère, la seule photo personnelle dans cette pièce. Ce n'était pas une photo de mes parents ou de ma sœur. C'était une photo de moi et de mon oncle Félix, le frère de mon père. Nous étions sur un bateau, le vent dans les cheveux, riant aux éclats. Félix était la seule personne de ma famille qui m'ait jamais regardé comme si j'étais une personne à part entière, et non une fonction. C'était lui qui m'avait encouragé à monter ma propre entreprise. C'était lui qui m'avait dit, un jour,
Ne laisse jamais personne te faire croire que ta valeur dépend de leur approbation. En regardant cette photo, la panique a reflué. J'ai pris une profonde inspiration. L'air semblait plus léger. La décision était prise, non pas dans la colère, mais dans une sorte de tristesse sereine. Je n'allais pas me battre contre eux. J'allais simplement me choisir, moi. Pour la toute première fois. Le deuil devait être fait. Il était temps d'enterrer l'espoir. J'ai attrapé mon téléphone. Mon premier appel a été pour mon oncle Félix. Garance? Ça ne va pas? J'ai senti une urgence dans ton message. La voix de mon oncle Félix était comme un baume. Calme, posé, rationnel. Tout ce que ma famille n'était pas. Il était avocat, spécialisé en droit de la famille. Une autre ironie du sort. Ils me mettent dehors, tonton, ai-je lâché, sans préambule. Maman m'a donné 48 heures pour vider les lieux. La maison est pour Ophélie. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Ce n'était pas un silence de surprise, mais de profonde lassitude. Comme s'il s'attendait à cet appel depuis des années. Les salauds, a-t-il finalement murmuré. Ce n'était pas une insulte colérique, mais un constat, froid et clinique. Et comment vas-tu? Je vais bien. Mieux que je ne l'ai jamais été, je crois. C'est étrange. Je ne suis même pas en colère. Je suis juste lucide. La lucidité est souvent le dernier stade du deuil, a-t-il dit doucement. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je compte récupérer ce qui m'appartient. Chaque centime. Chaque vis. C'est pour ça que je t'appelle. Tu te souviens de ce que tu m'as fait signer il y a 5 ans? Je l'ai entendu sourire à travers le téléphone. La reconnaissance de dette? Comment l'oublier? Ta mère m'a fait la tête pendant 6 mois. Elle disait que c'était une insulte, un manque de confiance. Je lui ai répondu que la confiance n'excluait pas la prudence, surtout en famille. Il y a 5 ans, quand j'avais annoncé mon intention de rénover la maison qui appartenait légalement à mes parents, Félix m'avait pris à part. Il avait insisté pour que chaque somme que j'investissais soit consignée dans un document officiel, une reconnaissance de dette signée par mes parents. Il s'engageait à me rembourser si jamais je devais quitter la maison. Ils avaient signé en riant, traitant leurs frères et leurs filles de paranoïaques. Ce papier, je le gardais dans un coffre à la banque. C'était mon assurance vie. Alors, c'est arrivé, a continué Félix. La raison de leur précipitation, il faut que tu saches. Ce n'est pas joli. Ophélie est enceinte. Le père, ce petit crétin avec qui elle sortait, s'est fait la malle dès qu'il a appris la nouvelle. Eugénie et ton père paniquent. Il voit cette maison comme la seule solution pour donner un toit décent à Ophélie et au bébé. L'information m'a frappé, mais n'a suscité aucune pitié. Seulement un dégoût profond pour leur méthode. Garance, a repris Félix, sa voix devenant plus grave. Il y a autre chose que tu dois comprendre, à propos de ta mère. Ce n'est pas juste une question de préférence pour Ophélie. C'est plus complexe. Ta mère? Eugénie, avant d'épouser ton père, était une artiste. Elle avait un talent fou pour la peinture. Je me souviens d'un tableau qu'elle avait fait, un portrait de sa propre mère, si intense, si vivant. Mais ses parents, tes grands-parents, lui ont interdit de poursuivre dans cette voie. C'était trop bohème, pas assez respectable. Ils l'ont forcée à faire des études de secrétariat et à épouser ton père, un bon parti. Elle a obéi. Elle a enterré ses rêves. Un jour, des années plus tard, je lui ai demandé où était passé ce fameux portrait. Elle m'a répondu, le visage fermé, qu'elle l'avait brûlé. Je suis restée silencieuse, essayant d'imaginer ma mère, cette femme dure et pragmatique, en train de brûler son propre art. Quand tu es née, a poursuivi mon oncle, tu étais tout ce qu'elle n'avait pas eu le droit d'être. Indépendante, têtue, talentueuse dans un domaine créatif, et surtout, tu n'as jamais demandé la permission de personne pour suivre ta voie. Chaque succès que tu as eu, chaque fois que tu as prouvé que tu pouvais réussir seule, c'était un miroir qu'on lui tendait, un rappel de sa propre vie sacrifiée. Elle ne te déteste pas, Garance. Elle se déteste à travers toi. Et en Ophélie, elle voit la petite fille fragile et dépendante qu'elle aurait aimé pouvoir protéger,
et peut-être aussi, la vie simple et sans ambition qu'elle s'est résignée à mener. En te rabaissant, elle a l'impression de calmer la douleur de ses propres regrets. C'est monstrueux, c'est injuste, mais c'est comme ça. J'ai vu Eugénie abandonner chacun de ses rêves. Et maintenant, elle te fait payer pour ses propres échecs. Ne la laisse pas t'entraîner dans sa chute, Garance. S'il te plaît, ne la laisse pas faire. Cette confession ne changeait rien à la situation, mais elle changeait tout dans ma perception. Ma mère n'était pas simplement méchante. Elle était brisée. Une femme brisée qui passait sa vie à briser les autres. Cela ne l'excusait pas, mais cela l'expliquait. Et curieusement, cette explication a achevé de tuer en moi tout reste d'attachement. On ne peut pas raisonner avec une telle douleur. On ne peut que s'en protéger. Merci, tonton, ai-je dit, ma voix ferme. Merci de m'avoir dit ça. Maintenant, je sais exactement ce que je dois faire. Et j'aurai besoin d'un bon huissier de justice. Tu as un nom pour moi ? Raccrocher avec mon oncle a été comme appuyer sur un interrupteur. Le mode « Garance, la fille blessée » s'est éteint. Le mode « Garance, la chef de projet » s'est allumé. J'ai sorti un carnet et un stylo. J'ai commencé à lister les tâches, à établir un rétroplanning serré. J'avais 47 heures. Mon premier appel a été pour « Déménagement Express », une entreprise avec qui je travaillais parfois pour mes chantiers. Bonjour, c'est Garance. J'ai une urgence absolue. J'ai besoin d'une équipe de 4 hommes et d'un camion de 50 mètres cubes pour demain matin, 8 heures précises. Et j'ai besoin de vos meilleurs hommes, ceux qui savent démonter proprement. Le responsable à l'autre bout du fil a semblé surpris. Démonter, madame ? Vous voulez dire les meubles ? Je veux dire tout, ai-je répondu calmement. L'intégralité de la cuisine équipée, les dressings sur mesure, les luminaires, la robinetterie, la baignoire, les sanitaires. Tout ce qui n'est pas un mur porteur. Chaque élément devra être emballé avec un soin extrême. Considérez ça comme le déménagement d'une galerie d'art. Il y a eu un silence. Mais, madame, une cuisine intégrée, une fois démontée. Je suis architecte d'intérieur, je l'ai coupé. J'ai les plans de montage originaux. Je sais ce que je fais. Pouvez-vous le faire, oui ou non ? Ce sera facturé double, bien entendu. L'appât du gain a eu raison de ses hésitations. Oui, bien sûr, madame. Nous serons là. Mon deuxième appel a été pour Maître Dubois, l'huissier de justice que mon oncle m'avait recommandé. Je lui ai expliqué la situation en termes clairs et concis. Maître, j'ai besoin de votre présence demain matin à la même heure. Votre mission sera de dresser un inventaire précis et photographié de tous les biens que je retire de la propriété. Chaque objet, chaque appareil, chaque meuble. Je veux un constat officiel, incontestable, prouvant que je ne suis parti qu'avec des biens m'appartenant, facture à l'appui. L'huissier, habitué aux conflits familiaux les plus sordides, a accepté sans ciller. Ce sera fait, madame. Mon troisième et quatrième appel ont été pour un électricien et un plombier de confiance. Leurs instructions étaient simples. Venir après le passage des déménageurs pour déconnecter proprement tout ce qui avait été démonté et sécuriser les installations. Pas question de laisser un chaos dangereux derrière moi. C'était une opération chirurgicale, pas un saccage. Enfin, la dernière étape. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai accédé à mon dossier sécurisé, celui intitulé « Maison, investissement ». Pendant 5 ans, j'avais scanné et classé méticuleusement chaque facture, chaque ticket de caisse. J'ai ouvert une feuille de calcul. Ligne par ligne, j'ai commencé à additionner. Le travail a duré des heures. La nuit est tombée sur mon bureau. Je n'ai pas allumé la lumière. La seule lueur était celle de l'écran, projetant des chiffres sur mon visage concentré. À côté de chaque ligne, j'ai ajouté mentalement une note, un souvenir. Cuisine, 24 500 €, là où ma mère a souri une fois en goûtant mon gâteau. Salle de bain, 16 800 €, dont une baignoire à 4 000 €, où j'ai pleuré après mon premier échec professionnel. Isolation et fenêtres, 32 000 €, pour qu'il n'ait plus jamais froid l'hiver. Plomberie et électricité, 19 200 €, pour qu'il n'ait plus peur des court-circuits.
Sol et peinture, 11 500 €. Mobilier sur mesure, 28 000 €. La feuille de calcul n'était plus une simple comptabilité, mais le journal intime de mes sacrifices, la chronique d'un investissement émotionnel à perte. Quand j'ai appuyé sur la touche « Entrée », pour la dernière fois, le total s'est affiché en bas de l'écran. Il était là, froid, numérique, indiscutable. 162 478 €. 162 478 €. Ce n'était pas le prix d'une maison. C'était le prix de ma servitude volontaire. Le prix de mon espoir. Et ça allait devenir le prix de ma liberté. J'ai imprimé le document. Puis, j'ai éteint mon ordinateur et je suis allé me coucher. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil profond et sans rêve. Le lendemain matin, à 8h moins 5, j'étais prête. J'avais bu un café noir, debout dans ma future ex-cuisine, et j'avais mangé une pomme. J'étais habillée d'un jean et d'un simple t-shirt noir. C'était ma tenue de deuil, ou de combat. À 8h pile, la sonnette a retenti. Ce n'était pas un, mais 2 camions qui étaient garés devant la maison. L'équipe de déménageurs, dirigée par un colosse nommé Yvan, était prête à en découdre. Maître Dubois est arrivé juste après, impeccable dans son costume sombre, une mallette à la main. J'ai fait un rapide briefing, distribuant les plans de la maison et les copies de mon inventaire. Yvan, vous commencez par la cuisine. Maître, vous pouvez suivre Yvan. Électricien et plombier, vous attendez mon signal. On y va. Le balai a commencé. C'était fascinant et terrifiant à la fois. Les gestes des déménageurs étaient précis, professionnels. Ils ont commencé par démonter les portes des placards de la cuisine. Le son des visseuses électriques était la seule musique. Un des déménageurs, plus jeune, s'est tourné vers moi en démontant la hotte. C'est du super matos, madame. C'est dommage de tout enlever. Je n'enlève rien, lui ai-je répondu. Je le déplace. Sa remarque était une validation involontaire, un baume inattendu sur une plaie à vif. Pendant ce temps, mon téléphone vibrait sans cesse sur la table du salon. Des appels de ma mère, de mon père. Je les ignorais. Puis un message d'Ophélie est apparu sur l'écran. Alors, ça avance la vieille? T'as bientôt fini de pleurer sur tes cartons? Hâte de redécorer à mon goût. Bisous. J'ai lu le message, et un sourire étrange s'est dessiné sur mes lèvres. Un sourire sans joie, un sourire de pure ironie. J'ai pris une photo de la cuisine dévastée et je la lui ai envoyée, sans aucun commentaire. Sa réponse a été une série de points d'interrogation, suivie d'un appel immédiat, que j'ai bien sûr ignoré. Avant que les déménageurs ne s'attaquent à la bibliothèque du salon, je leur ai demandé d'attendre. C'était une grande structure en chaîne que mon père et moi avions assemblée ensemble, un après-midi de complicité rare, des années auparavant. Je me suis approchée. J'ai pris un tournevis et j'ai commencé à dévisser la première planche moi-même. Chaque tour de vis était comme défaire un lien, un souvenir. Le métal froid de l'outil dans ma main était la seule chose réelle. Quand j'ai retiré la dernière vis, je me suis sentie comme si je venais d'amputer le dernier vestige de ma relation avec lui. J'ai fait un signe au déménageur. Vous pouvez y aller. Le moment le plus difficile, émotionnellement, a été la salle de bain. Voir ces hommes déceler ma baignoire sur pied, celle où j'avais passé tant d'heures à me délasser, à essayer de laver la fatigue et la tristesse de mes journées, ça m'a pincé le cœur. C'était comme s'ils arrachaient un organe de la maison. J'ai dû me tourner pour ne pas regarder. Les voisins commençaient à s'attrouper discrètement derrière leurs rideaux. Madame Pinson, la voisine d'en face, a même osé traverser pour me demander si tout allait bien. Bonjour Garance, un dégât des eaux, a-t-elle demandé, l'œil curieux. Non, Madame Pinson. Juste un grand nettoyage de printemps, ai-je répondu avec mon sourire le plus neutre. Je fais de la place pour du neuf. Sa curiosité s'est heurtée à mon calme, et elle est repartie, visiblement frustrée de ne pas avoir de drame à se mettre sous la dent. En fin de journée, la maison était méconnaissable. Ce n'était plus qu'une coquille vide. Les sols étaient nus, à l'exception des endroits où le nouveau parquet avait été posé sur l'ancien. Les murs étaient parsemés de trous de vis. Les fils électriques pendaient des plafonds là où se trouvaient mes luminaires.
C'était la version brute, la version d'avant mon intervention. La version que je leur avais promise, sans le savoir, quand ils avaient signé la reconnaissance de dette. Les déménageurs étaient épuisés mais satisfaits. Le plombier et l'électricien ont fait leur travail, condamnant les arrivées d'eau et sécurisant les fils. Tout était propre, sûr, mais désespérément vide. Quand le dernier camion a fermé ses portes, Yvan est venu me voir. On a tout, patronne. On livre où? J'avais loué un garde-meuble, un immense box de stockage. C'était là que ma maison allait dormir, en attendant que je lui trouve un nouveau corps. Je vous suis, lui ai-je dit. Avant de monter dans ma voiture, j'ai fait un dernier tour dans la maison vide. Mes pas résonnaient sur le béton. Il n'y avait plus rien de moi ici. Plus aucune trace. J'avais effacé 5 ans de ma vie. C'était une sensation étrange, un mélange de vertige et de libération. J'ai sorti la clé de ma poche, je l'ai posée sur la première marche de l'escalier, et j'ai fermé la porte derrière moi sans un regard en arrière. Les 48 heures étaient presque écoulées. Après avoir supervisé le déchargement méticuleux de mes biens dans le garde-meuble ma vie entière, catalogué et empilé dans un box anonyme de banlieue, je n'étais pas parti loin. J'avais pris une chambre dans un petit hôtel de charme à quelques kilomètres de là. Et ce matin, le matin du jour J, je m'étais installé à la terrasse du Café des Sports, un bistrot sans prétention qui offrait une vue parfaite, presque impudique, sur la maison. J'avais commandé un grand café crème et sorti un carnet de croquis de mon sac. Je ne savais pas quoi dessiner, alors mes doigts ont bougé d'eux-mêmes. Les lignes qui apparaissaient sur la page blanche n'étaient pas celles d'une maison familiale, mais celles d'un petit appartement, un loft sous les toits, avec une grande verrière et une terrasse. Un espace pour une seule personne. Un espace pour moi. En dessinant, j'ai ajouté un détail, un fauteuil vide près de la fenêtre. Il symbolisait la solitude que j'acceptais, mais aussi l'espace pour un avenir que je serais la seule à définir. L'attente était étrange. Ce n'était pas une attente fébrile ou angoissée. C'était une attente calme, presque clinique. J'étais devenue une spectatrice de ma propre vie. Le drame allait se jouer sur la scène d'en face, et j'étais au premier rang, protégée par la distance et une tasse de café chaud. Vers 11 heures, leur voiture est arrivée. La vieille Peugeot de mon père. J'ai reconnu leur silhouette à travers le pare-brise. Mon père au volant, le visage tendu. Ma mère à côté, droite comme un piquet, arborant une expression de triomphe contenue. Et Ophélie à l'arrière, déjà en train de pianoter sur son téléphone, probablement en train d'annoncer à tous ses amis qu'elle était la nouvelle propriétaire. Ils se sont garés. Ils sont sortis de la voiture. Leur mouvement était lent, presque cérémonieux. Ma mère a lissé sa jupe, mon père a ajusté son col de chemise. Ophélie, elle, a fait une petite pirouette sur le trottoir, les bras en l'air, comme si elle venait de gagner une médaille d'or. Ma mère a marché jusqu'à la porte, a regardé sous le paillasson, mais n'a pas trouvé la clé. Bien sûr que non. Je l'avais laissée à l'intérieur, sur la première marche. Un dernier petit test de leur intelligence. Elle a frappé à la porte. 1 fois. 2 fois. Puis, elle a sorti son propre trousseau. C'est vrai, ils avaient encore un double. J'étais tellement habituée à être la seule à entretenir ce lieu que j'en avais oublié ce détail. La clé a tourné dans la serrure. La porte s'est ouverte. Ophélie est entrée la première, en sautillant. Ma mère l'a suivie, la tête haute. Mon père, en dernier, a refermé la porte derrière eux. Et puis, le silence. De ma place, je ne pouvais rien entendre, mais je pouvais tout imaginer. J'imaginais le moment où les yeux d'Ophélie, habitués à la lumière du lustre en cristal, se sont adaptés à la pénombre d'une pièce éclairée par une simple ampoule nue. Le moment où le son de ses pas a changé, passant du doux contact sur un parquet de chêne à l'écho sec sur une dalle de béton. Le moment où ma mère a voulu s'appuyer contre le mur de la cuisine et n'a trouvé que le vide. Le silence a duré 1 minute. Peut-être 2. Une éternité. Puis, la porte s'est rouverte avec une violence inouïe. C'est Ophélie qui est ressortie en trombe, le visage déformé par l'incrédulité et la rage. Elle a porté ses mains à sa tête. J'ai pu lire sur ses lèvres, même de loin, c'est pas possible. Ma mère est apparue derrière elle.
Son masque de triomphe avait volé en éclats. Son visage était livide, ses yeux écarquillés. Elle a fait un pas sur le perron, puis un autre, comme si elle ne sentait plus le sol sous ses pieds. Mon père est resté dans l'embrasure de la porte, le corps affaissé, l'image même de la défaite. J'ai pris une gorgée de mon café. Il était encore tiède. Le spectacle ne faisait que commencer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous intéresse vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, tapez 1 pour que je sache que vous êtes ici, ou dites-moi depuis quel pays vous regardez l'émission. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'y répondrai. Le hurlement d'Ophélie a traversé la rue. Un son aigu, presque animal, un cri d'enfant gâté à qui on vient de voler son jouet le plus précieux. Elle a tout pris. Tout. La sorcière a tout volé. Ma mère, elle, ne criait pas. Elle était figée, pétrifiée sur le perron, le teint cireux. Elle a sorti son téléphone de son sac avec des gestes tremblants, ses doigts tapant frénétiquement sur l'écran. Mon propre téléphone, posé sur la table du café, a immédiatement vibré. Je l'ai regardé sonner, encore et encore, le nom « Maman » s'affichant en lettres capitales. J'ai laissé la sonnerie s'éteindre d'elle-même. Ophélie s'est tournée vers ma mère, le visage rouge de colère. « Appelle-la. Dis-lui de tout ramener. C'est à moi maintenant. Tu l'as dit toi-même. C'est ma maison. » Mon téléphone a sonné de nouveau. Cette fois, c'était le numéro de mon père. J'ai décroché. Garance. Sa voix était un souffle. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé, ai-je répondu, ma voix parfaitement calme. J'ai pris mes affaires. Tes affaires? Mais, la cuisine? La salle de bain? Les placards? Ce ne sont pas tes affaires, ça fait partie de la maison. Vraiment? Parce que j'ai ici une facture de 24 500 € de la société, Cuisine et Design, à mon nom pour cette cuisine. J'ai une facture de 16 800 € pour la salle de bain. J'ai les factures pour les fenêtres, pour le parquet, pour chaque interrupteur. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'une seule facture à votre nom pour quoi que ce soit qui a été installé dans cette maison ces 5 dernières années? Un silence. Je l'ai entendu respirer difficilement. Il n'avait rien à répondre. Mais, on ne peut pas vivre ici. Il n'y a rien. C'est une ruine. Ce n'est plus mon problème, papa. Vous vouliez une maison, je vous ai laissé une maison. Des murs, un toit. Le reste, c'est à vous de voir. J'ai entendu ma mère lui arracher le téléphone des mains. Sa voix a explosé dans mon oreille, stridente, hystérique. Espèce de monstre. Comment as-tu pu nous faire ça? À ta propre famille. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi? J'ai failli rire. Parlons-en. Vous m'avez fait le cadeau de l'indépendance. Vous m'avez appris très tôt que je ne devais compter sur personne d'autre que moi-même. Maman, tu m'as toujours dit que j'étais forte et que je pouvais me débrouiller seule. J'ai suivi ton conseil. J'ai pris mes responsabilités. Maintenant, c'est à votre tour. Et ta sœur? Tu penses à ta sœur? Elle est enceinte. Elle a besoin d'un foyer. Elle est fragile. Elle a un foyer. Celui que vous lui avez offert. Il a juste besoin d'un petit coup de neuf. Environ 160 000 €, à la louche. Quant à sa fragilité, c'est une excuse que vous lui servez depuis 28 ans. Peut-être qu'il est temps pour elle de devenir forte, comme moi. Elle a continué à hurler, une litanie d'insultes, de reproches, de menaces voilées. Je l'ai laissé parler, tenant le téléphone à distance de mon oreille. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle, sa rage s'épuisant. Il y a eu une pause. Puis, j'ai dit, d'une voix très douce, presque détachée, « Maman, est-ce que tu as fini? Je dois retourner travailler maintenant. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. La brutalité de mon calme était bien plus dévastatrice que n'importe quelle insulte. De l'autre côté de la rue, le chaos continuait. Ma mère a rappelé. J'ai éteint mon téléphone. J'ai fait un signe au serveur. L'addition, s'il vous plaît. En payant, j'ai jeté un dernier regard à la scène.
3 personnes, au milieu des ruines de leurs propres décisions. Ils m'avaient exclu de leur cercle, et maintenant, ils se retrouvaient piégés à l'intérieur, dans le vide que j'avais laissé. En montant dans ma voiture, je savais que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début de la chute. Mais ce n'était plus ma chute. C'était la leur. Le lendemain matin, une nouvelle étape de mon plan s'est mise en marche. Une étape silencieuse, sans cri ni drame, mais peut-être la plus dévastatrice de toutes. Un coursier s'est présenté à la porte de la maison. Je l'avais mandaté pour remettre une grande enveloppe Kraft en main propre à mes parents. J'avais payé un supplément pour qu'il attende qu'on lui signe l'accusé de réception. Dans cette enveloppe, il n'y avait pas de lettre de moi. Pas d'explication, pas de reproche. Seulement des documents froids et officiels. Le premier était le constat d'huissier de Maître Dubois. 20 pages de texte dense, détaillant, avec des photos en couleur à l'appui, chaque objet que j'avais retiré de la maison. Le lustre en cristal, le four encastré, la baignoire sur pied, la moindre poignée de porte. Chaque élément était listé, décrit, et associé à la phrase « Propriété de Madame Garance, mon nom de famille, justificatif par facture en annexe ». C'était la preuve irréfutable que je n'avais rien volé. J'avais simplement repris mon bien. Le deuxième document était encore plus redoutable. C'était une lettre officielle, avec l'entête du cabinet d'avocats de mon oncle Félix. Le langage était juridique, dénué de toute émotion. La lettre stipulait que, suite à mon départ contraint de la propriété, les conditions de la reconnaissance de dette signée 5 ans plus tôt étaient désormais rompues. Par conséquent, la totalité de la somme investie par leur créancière, Madame Garance, mon nom de famille, devenait immédiatement exigible. Le montant était écrit en chiffres et en toutes lettres, pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. 162 478 €, 162 478 €. La lettre leur accordait un délai de 30 jours pour s'acquitter de la totalité de la somme. Passé ce délai, précisait l'avocat, des poursuites judiciaires seraient engagées, pouvant mener à une saisie sur salaire, sur leur compte bancaire, en dernier recours, à la mise en vente forcée du bien immobilier en question pour solder la dette. C'était le coup de grâce. L'échec est mat. Je n'étais pas là pour voir leur visage à la lecture de ces documents. Mais je pouvais l'imaginer. La confusion, suivie de l'incrédulité, puis de la panique la plus totale. Ils étaient piégés. Ils ne pouvaient pas vivre dans la maison en l'état. Ils ne pouvaient pas la vendre, car qui achèterait une coquille vide ? Et maintenant, cette même coquille vide était le gage d'une dette colossale qu'ils n'avaient absolument aucun moyen de rembourser. Le téléphone a recommencé à sonner. D'abord ma tante Colette, la sœur de ma mère, qui m'a traité de tous les noms. Puis des cousins, des amis de la famille. Les « singes volants », comme on dit. Tous mobilisés par ma mère pour me faire culpabiliser, me mettre la pression. À chacun, je n'ai répondu qu'une seule chose, par SMS, une photo de la première page de la lettre d'avocat. Après ça, les appels ont cessé. Une semaine s'est écoulée. Une semaine de silence radio. J'ai profité de ce temps pour commencer à chercher mon loft sous les toits, pour rencontrer des agents immobiliers, pour me projeter dans ma nouvelle vie. Pour la première fois, je ne construisais pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Je construisais pour mon propre bonheur. Puis, un après-midi, la réceptionniste de mon bureau m'a appelé sur mon portable. Garance ? Il y a vos parents, et votre sœur. Ils sont là. Ils insistent pour vous voir. J'ai soupiré. C'était inévitable. Faites-les entrer dans la grande salle de réunion. Apportez-leur de l'eau. J'arrive dans 5 minutes. J'ai pris le temps de finir mon café. Je n'allais pas me précipiter. Le pouvoir avait changé de camp. Quand je suis entré dans la salle de réunion, le spectacle était pathétique. Ils étaient assis autour de la grande table en verre, l'air hagard. Ophélie avait les yeux bouffis de larmes, son ventre légèrement arrondi déjà mis en avant comme un argument. Mon père fixait ses mains, le dos plus voûté que jamais. Et ma mère, Eugénie, pour la première fois de ma vie, je l'ai vue vaincue. Son arrogance avait disparu, remplacée par un masque de désespoir. Je me suis assise en face d'eux, à l'autre bout de la table. J'ai posé mes mains à plat devant moi. J'ai attendu.
C'est ma mère qui a parlé la première. Sa voix était cassée. Garance, on ne peut pas. On n'a pas cet argent. Tu le sais bien. Je le sais, ai-je répondu simplement. Ophélie a reniflé, prenant le relais. Et mon bébé? Il va naître dans quoi, cet enfant? Tu n'as pas de cœur? C'est ton neveu, ou ta nièce? Il a le droit d'avoir un toit. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Le cœur, Ophélie, c'est de préparer un avenir pour son enfant avant de le concevoir. C'est de ne pas compter sur les autres pour réparer ses propres erreurs. C'est ça, être une adulte. Tu devrais essayer. Le droit d'avoir un toit ne te donne pas le droit de prendre le mien. Elle a baissé les yeux, sans voix. Mon père a pris la parole, sa voix tremblante d'une émotion que je n'arrivais pas à déchiffrer. Le sang, Garance. On est ta famille. On a fait des erreurs, mais on est ta famille. Le sang ne donne pas le droit de faire saigner les autres, papa. Finalement, ma mère a tenté une dernière carte, celle de la culpabilité. J'ai tout sacrifié pour vous élever. Je l'ai interrompu, non pas avec colère, mais avec une lassitude infinie. Je me suis levée. Je me suis approchée de la grande baille vitrée qui donnait sur la ville. Quand un architecte voit que les fondations d'un bâtiment sont pourries, il ne s'acharne pas à réparer. Il sait que chaque nouvelle couche de peinture, chaque nouvelle poutre ne fera que masquer le problème, en attendant l'effondrement inévitable. Il prend la décision difficile de démolir, pour protéger ce qui se trouve autour et pour pouvoir reconstruire sur des bases saines. Notre relation, ses fondations n'existent plus. Elles sont rongées par les regrets, la jalousie et le silence. Je me suis retournée vers eux. Je suis allée à mon bureau, j'ai pris une carte de visite et je l'ai posée sur la table devant eux. C'est un agent immobilier. Il est spécialisé dans la vente de terrains à des promoteurs. Le vôtre a de la valeur. Assez pour rembourser votre dette envers moi, intégralement. Avec ce qu'il restera, vous pourrez acheter un petit appartement pour vous deux. J'ai regardé Ophélie. Quant à toi, il est temps que tu grandisses. Il y a des aides pour les mères célibataires. Des milliers de femmes y arrivent chaque jour. Tu n'es pas une exception. Le silence qui a suivi était lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Ils ont compris que ce n'était pas une négociation. C'était un verdict. Ma mère m'a regardé une dernière fois, et dans ses yeux, j'ai vu la femme brisée dont mon oncle m'avait parlé. J'ai ressenti une ombre de pitié, mais pas assez pour changer d'avis. Ils se sont levés et sont partis sans un mot de plus. Je ne les ai jamais revus. Mon oncle Félix s'est occupé de toutes les transactions. J'ai reçu mon argent 6 mois plus tard. J'ai acheté mon loft avec une vue imprenable sur les toits de Lyon. Il est rempli de lumière, de plantes et de silence. Un silence apaisant, cette fois. Parfois, la nuit, quand je regarde la ville scintiller, je pense à eux. Je ne ressens ni haine, ni colère. Juste une immense et paisible distance. J'ai appris que parfois, la seule façon de sauver une partie de soi-même est d'accepter d'en amputer une autre. Même si cette autre partie s'appelle la famille. Mon oncle Félix dit que j'ai fait ce qu'il fallait pour me protéger. Le reste de ma famille dit que je suis un monstre sans cœur qui a détruit sa propre famille pour une maison. Alors, je vous pose la question. Avais-je tort ?